Vas-y, c'est bon. Comme ça? Ouais. On va faire une fouille de cellules. Mettez vos chaussures. Ce détenu est l'auteur présumé d'une attaque djihadiste au couteau ayant fait plusieurs morts et blessés en France. Ok, on y va. Par là. En attendant son procès, il a été placé au quartier d'isolement de la prison de la Santé à Paris. Pour pouvoir fouiller sa cellule, les surveillants le conduisent dans une cour de promenade d'à peine 20 mètres carrés. Je peux venir? Ouais. Ouais, je fais le meuble. Ici, les cellules sont inspectées au moins une fois par mois. Jusqu'à l'intérieur des toilettes. En fait, on cherche tout ce qui dit arme artisanale, produits stupéfiants, comme ça, par exemple, ça, on va enlever. En fait, ils ont le droit au rasoir, mais quand c'est comme ça, on voit comme ça, on enlève. Parce que ça peut se cacher facilement sur lui, dans des vêtements, et ça sonne pas forcément au portier, qu'on ne le détecte pas, et il peut nous attaquer avec ça, quoi. Un rasoir jetable est fourni aux détenus, mais il est interdit d'en enlever les lames. Je lui montre un truc, il prend ça, il fait chauffer, il met ça dedans, comme ça, comme un scalpel. Même un trombone est suspect. Comme ça, je sais jamais, ça j'enlève aussi. On sait pas qu'est-ce qu'ils... En fait, ils peuvent fabriquer tellement d'armes avec des petits trucs que pour nous, c'est pas tal après, quoi. Il met ça dans l'œil et c'est fini aussi. On préfère enlever. Sept terroristes islamistes sont enfermés ici. Totalement isolés les uns des autres et du reste des détenus. Des profils dangereux, soumis à un régime ultra sécuritaire. Vas-y, c'est bon. Ah bah oui, c'est fait beau. Le directeur de la prison nous permet de rencontrer l'un d'entre eux. Bonjour. Voilà, donc Soupçonné d'avoir organisé un projet d'attentat, ce trentenaire est à l'isolement depuis 2 ans. Bah, au quotidien, c'est en fait, on voit personne à part les surveillants. Promenade tout seul. Toutes les activités tout seul, quoi, sport tout seul. On est isolé pour de vrai, quoi. J'ai jamais été violent envers les surveillants, quoi. Il n'y avait jamais eu de prosélytisme. Moi, j'ai plus senti que c'était pour faire la misère un peu, vous voyez. Voilà, quoi. Les placements ici répondent pourtant à des menaces bien précises. on peut avoir des gens qui en détention prennent le leadership sur le reste de la population pénale, qui font des tentatives de prière collective, qui font des tentatives d'embrigadement, qui font l'apologie du terrorisme, etc. Et à ce moment-là, une des mesures pour mettre fin immédiatement à ce type d'acte, ça sera effectivement un placement à l'isolement. Le dossier à l'ensemble de la détention. Nous demandons le blocage du mouvement en ouvrant du puits vers le grec. Depuis le 8 septembre, tous les jours de la semaine, toute la prison est bloquée. 3 des accusés du procès des attentats du 13 novembre sont conduits au tribunal pour y être jugés. Interdiction formelle de les filmer. Les gars, on commence. Pour ne pas créer d'incident. Plus de 1000 délinquants radicalisés ou terroristes islamistes sont aujourd'hui détenus en France. Une menace immédiate et réelle, selon Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste. 5 attentats ont été commis en prison depuis 2016. Le magistrat reste marqué par un passage à l'acte il y a 5 ans. Il s'agit d'un individu qui avait tenté de partir rejoindre la zone d'activité terroriste en Syrie,
qui, en apparence, devant la juridiction de jugement, avait voulu faire amende honorable, en quelque sorte, et qui, en apparence également, semblait parfaitement se comporter en détention, et pourtant qui n'a pas hésité, après une préparation extrêmement fine, à tenter de tuer 2 surveillants pénitentiaires. Les individus qui sont membres de ces réseaux ne cessent pas leur activité une fois qu'ils sont arrêtés. Ils vont poursuivre leur prosélytisme. Certains vont beaucoup plus loin alors qu'ils sont en détention, vont recréer des réseaux, soit uniquement en détention, soit entre la détention et l'extérieur, en vue de nouvelles actions. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de leur faire changer de conviction, je n'ai pas cette prétention, mais de tout mettre en œuvre afin que la récidive puisse être limitée le plus possible. C'est cela l'objectif. Dans les prisons françaises, 4 condamnés pour terrorisme purgent une peine à perpétuité. Certains attendent d'être jugés. Les autres, revenant de Syrie, sympathisants de Daesh ou petits délinquants radicalisés, ont écopé en moyenne de peines inférieures à 10 ans de prison. Ils seront ainsi plusieurs centaines ces prochaines années à retrouver la liberté. Face à la menace représentée par ces sortants, le défi pour l'État est immense. Empêcher que l'un d'eux ne repasse à l'acte. Pour la première fois, une caméra a été autorisée en détention pour observer les dispositifs mis en place. Vous pouvez vous asseoir. L'évaluation des détenus par des équipes de surveillants, éducateurs, psychologues, tous spécialisés. Vous êtes converti, vous avez quel âge? 17 ans. Leur prise en charge pour tenter d'éteindre leurs pulsions violentes. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, je vais prendre l'exemple du prof, Samuel Piatti. Comment vous avez réagi? Nous avons aussi pu recueillir la parole de plusieurs de ces détenus, avec comme condition de ne pas évoquer les faits précis ayant conduit à leur incarcération et de préserver leur anonymat. Apparemment, je suis quelqu'un qui peut manipuler les gens. Donc on a dit que j'étais une dangerosité. Je représentais un danger dans la société. Moi, je peux pas mentir, dire non, je crois plus au Dieu, c'est pas vrai. Parce que moi, déjà, je suis de nature rebelle et révolutionnaire. Et je suis pour une révolution même ici. 49 millions d'euros ont été débloqués par l'État pour ces dispositifs. 850 professionnels y participent. Quelles en sont les réussites, mais aussi les limites face à des détenus souvent récalcitrants. Il y a des gens qui sont partis en Syrie, qui ont suivi une éducation religieuse, une formation théologique, une formation militaire, qui sont rentrés en France, c'est pas en faisant du sport, en lisant des livres à la bibliothèque, qui vont changer. On va voir mon raison après, le l'après-midi, s'il vous plaît. Okay. Plongée exclusive au cœur des quartiers pour islamistes radicalisés. Cet homme purge une peine à perpétuité pour le meurtre d'une jeune femme. Originaire d'Europe de l'Est, il s'est converti à l'islam en détention et se serait radicalisé. L'administration pénitentiaire a décidé de le placer au quartier d'évaluation de la radicalisation, le Caire, de Fleury-Mérogis. Barbe teinte et marque de prière sur le front, au-delà des signes physiques démontrant sa ferveur, l'État veut savoir s'il représente une menace. En prison depuis plus de 22 ans, il est à la fin de sa période de sûreté et peut commencer à espérer une remise en liberté. Il est d'abord reçu par les officiers et les gradés. Vous savez où vous êtes? J'ai bien compris, moi. Vous êtes au Caire de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Oui. Le Caire, vous savez ce que c'est? Oui. D'accord. Vous avez demandé à y venir? Vous étiez volontaire pour y venir? Et non. Non? D'accord. Mais est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ils vous envoyaient en Caire? Soi-disant, comme j'ai fréquenté des terroristes. Voilà. D'accord. Je marche avec des gens qui de radicalisés. Ici, quand vous colle une fois l'étiquette, pour lever cette étiquette, vous ne levez jamais. Oui, cette étiquette, il va me suivre partout. D'accord.
Alors moi, je vais vous rassurer tout de suite avec cette histoire d'étiquette. Vous n'arrivez pas avec une étiquette ici, sur le CAIR. Oui. D'accord? Le CAIR, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quartier d'évaluation de la radicalisation. Donc nous ici, on va vous évaluer et voir si vous avez une idéologie radicale violente ou pas. Ça va, vous arrivez à... Son placement va durer 15 semaines. Pour l'évaluation, vous allez avoir des audiences avec différents professionnels. Il faudra aller aux audiences. D'accord? La meilleure façon de faire l'évaluation, c'est de participer. C'est que vous soyez acteur de cette évaluation. Comme lui, 9 détenus vont être évalués. À l'issue, 3 options. Quartier d'isolement pour les plus dangereux, détention ordinaire pour les moins endoctrinés, et pour les autres, quartier de prise en charge de la radicalisation, un programme destiné à éviter la récidive à la sortie. À Fleury-Mérogis, le quartier d'évaluation, l'un des 6 ouverts en France depuis 4 ans, est situé au dernier étage d'un des bâtiments de la maison d'arrêt qui compte 4000 prisonniers au total. Les 9 détenus à évaluer ne les croiseront jamais. Ils occupent ce couloir de 30 places, totalement à l'écart. Pour limiter les contacts entre eux, seule une cellule sur 3 est occupée. Et ils devront en changer toutes les 3 semaines. Sur les 9 hommes, 4 ont accepté que nous les filmions pendant leur évaluation. Ce trentenaire, marié et père de famille, est poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ce qu'il conteste. Son accueil commence par un état des lieux de la cellule, 9 mètres carrés. C'est la même que dans le reste de la prison. Donc, le mur, voilà, à part quelques écritures. Les petites écritures à ce niveau-là. Et ça, c'est au niveau de la paroi de la salle de bain. Toute dégradation supplémentaire lui serait facturée. La porte, vous pouvez les vérifier si vous laissez des places, tout fonctionne, la chasse d'eau, le... Voilà, vous avez le truc, hein. On me vérifie avant. Voilà, vous pouvez laisser le téléphone, la télé, la lumière. Les communications soumises à autorisation de la justice sont toutes enregistrées. La télé est payante, les consoles et lecteurs DVD interdits pour ne pas que le détenu passe son temps en cellule plutôt que d'aller aux entretiens d'évaluation. Ok, merci. Comme dans tous les quartiers pour islamistes radicalisés, la sécurité est maximale. Une trentaine de caméras enregistrent 24 heures sur 24 tout ce qu'il se passe. Sauf dans les cellules. En France, seule celle de Salah Abdeslam est filmée. Il y a 10 surveillants pour 9 détenus, contre 1 pour 50 en détention ordinaire. Tous volontaires, ils ont suivi une formation spécifique. Il n'y a aucune prime de risque. Il faudrait sortir de dos et les paumes des mains vers nous. Ok? Dès qu'ils sortent d'une pièce, les détenus doivent le faire en marche arrière, les mains dans le dos, pour éviter qu'ils ne puissent se jeter sur les surveillants. Palpation de sécurité systématique avant et après chaque rendez-vous. Jamais plus d'une cellule ouverte à la fois. Les premiers temps, les détenus sont seuls en promenade, 2 heures par jour. Dans une petite cour austère, où le ciel est obscurci par du grillage. Ce jeune homme aurait projeté un attentat en solitaire. Il a été interpellé en possession d'une arme blanche et d'un Coran. C'est sa première incarcération. Je suis soupçonné d'être un potentiel... je vais parler clairement avec les mots, terroriste. Mais, comme on me dit, moi, on me colle pas une étiquette dans le dos. C'est moi qui me la suis collée tout seul, vous savez. J'ai eu un moment, on va dire, d'égarement,
on va dire, une perte de discernement, ce qui s'est passé, un moment un moment très compliqué dans ma vie qui a fait que j'ai fait une bêtise qui m'amène ici, que je me suis collé cette étiquette-là d'une personne, on va dire, potentiellement radicalisée. Vous vous estimez dangereux pour la société? Absolument pas. Moi, absolument pas. Absolument pas. Après, c'est à moi de le prouver ici. Pour convaincre, il aura une trentaine d'entretiens d'1 heure avec des professionnels, notamment des femmes. Bonjour. Le comportement des détenus à leur égard, parfois hostile chez les plus radicalisés, est observé de près. Avant de chercher comment il aurait basculé, cette éducatrice et cette psychologue veulent savoir comment il a rencontré l'islam. Tout est parti du fait que j'ai rencontré une femme sur les réseaux sociaux qui était musulmane. Femme, quel âge? J'avais 15 ans, elle en avait 14. Moi, un peu ma personnalité, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus réservé, qui a du mal à s'exprimer en public, c'est le genre de femme. Et du coup, comment vous en êtes venu à parler de religion? C'est elle qui a commencé à me parler. Moi, je l'aimais bien, j'étais attaché à elle. Mais c'est que le fait que je me convertisse pas, c'est pas que ça allait poser de problème, mais ça allait être compliqué, on va dire, de construire quelque chose avec moi. Vous vous êtes converti, vous aviez quel âge? À peu près 17 ans. Vous dites, j'ai eu un apprentissage religieux à mon rythme. C'est quel genre de connaissances que vous avez du coup? On va dire, les genres de connaissances que je peux avoir, c'est que voilà, je connais les trucs de base, les 5 piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Le fait de savoir comment faire le ramadan, le fait de savoir comment faire la prière, on va dire les trucs de base. Vous avez fait quoi? Pour ces professionnels, l'équation est complexe. Il faut établir un dialogue, mais aussi pousser les détenus pour faire craquer un éventuel vernis. Le condamné à perpétuité soupçonné de radicalisation a lui rendez-vous avec une conseillère d'insertion et de probation. Bonjour monsieur, vous allez bien? Il a refusé ce jour-là d'être filmé en entretien, mais a accepté que celui-ci soit enregistré. La conseillère est seule avec lui, surveillée en permanence par un agent. Là, vous pensez que vous allez le voir, l'imam? Ça vous ferait du bien de le voir aussi? Bien sûr, il peut m'apprendre quelque chose. Vous n'estimez pas tout savoir sur la religion encore aujourd'hui? Il y a tellement de choses à savoir. Moi, je connais rien. Vous voyez, sur la religion, je connais rien. Vous dites quelqu'un qui se convertit ne connaît pas la religion. Est-ce que vous vous sentez assez armé pour peut-être expliquer certaines choses de la religion à des gens qui viendraient de se convertir? Moi, je peux expliquer la base. La base? Pas la base. Et c'est quoi la base pour vous? À la base, c'est la prière, c'est tout ce qu'on doit faire, vous voyez, de la base. L'islam, ça veut dire soumission. Et soumission à qui? À Dieu, à qui? Et jusqu'où vous pourriez vous soumettre à Dieu? Jusqu'où vous pourriez aller? Alors du coup, je vais peut-être être un peu plus... vu qu'on arrive à la fin de l'entretien, par exemple, par rapport aux attentats qu'il y a eu en France, vous en pensez quoi? Bien sûr, j'ai été ça. Vous désavouez les attentats? Jamais je peux accepter la violence. D'accord. On reprendra ça la semaine prochaine. Merci. Le détenu semble faire bonne figure, mais la conseillère n'est pas encore convaincue. Bonjour. C'est quelqu'un qui a l'habitude des entretiens, puisque ça fait 22 ans qu'il est incarcéré. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui sait aussi ce qu'il peut dire et ne pas dire. Donc c'est là où il faut aussi essayer de trouver les questions, essayer d'aller un peu plus en profondeur. Et là, j'ai vu qu'il y avait parfois des contradictions, donc je les relève et j'essaye de voir avec lui. Quoi, par exemple? Là, il était en contradiction sur le fait qu'il estime ne pas avoir assez de connaissances sur la religion, mais en même temps, il disait que pour quelqu'un qui vient de se convertir, il peut aussi aider à comprendre. Qu'un détenu parvienne à cacher sa dangerosité et ses convictions profondes. La dissimulation, c'est la crainte permanente ici. Le trentenaire, père de famille, estime qu'il lui est impossible de prouver sa bonne foi. Depuis le premier jour de garde à vue, vous savez, quand vous arrivez à la DGSI, les 15 jours de garde à vue, ils vous reprochent ça tout de suite. Ils vous disent, tu utilises la taqiya dans l'islam,
C'est le fait de pouvoir cacher cette intention à un ennemi. Donc, quand on rentre dans cette logique de pensée-là, ça devient difficile de prouver que c'est pas vrai. Parce que c'est un cercle vicieux, en fait. Tout ce que tout ce que je vais vous dire maintenant, vous pourrez dire, ouais, mais peut-être qu'il fait ça exprès pour passer l'évaluation ou pour sortir de prison. C'est compliqué. Alors que moi, je me dissimule pas. Je suis identifiable comme musulman, entre guillemets, de loin. Si je me raserais la barbe, oui, je serais pas identifiable. Parce que je suis clair de peau, je suis français, donc ça passerait... Là, on pourrait dire que je me dissimule. Vous vous estimez, vous vous reconnaissez en tant que radicalisé ou pas? Ça dépend ce qu'on entend par radicalisé. Si la définition de radicalisé, c'est quelqu'un qui fait ses prières, qui porte la barbe, ben oui, je suis radicalisé. Ce qu'ils évaluent ici, c'est la radicalisation violente. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est pareil. Comment on évalue ça? Sur quels critères on évalue ça? Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire la différence entre grande ferveur et radicalisation violente, les unités d'évaluation disposent d'intervenants essentiels. Les 17 médiateurs du fait religieux. Celui de Fleury-Mérogis n'a pas souhaité être filmé. Celui que nous avons rencontré dans une autre prison a tenu à rester anonyme. Ce chercheur, spécialisé dans l'islam et le djihadisme, est chargé d'évaluer les connaissances religieuses et l'endoctrinement des détenus. Il rencontre autant les petits délinquants tout juste radicalisés que les auteurs d'attentats. Certains cherchent à dissimuler ou à minimiser leur implication en disant en gros j'ai été effectivement trompé par le discours, mais maintenant j'ai bien compris. J'ai compris que j'avais fait une erreur et maintenant je ne recommencerai plus. Ça ne va pas être suffisant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui t'a permis de comprendre que tu avais fait une erreur dans cet engagement? Comment finalement ce discours a pu avoir du sens auprès de toi? Et qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour justement ne plus être atteint par ce type de discours djihadiste violent? Donc la dissimulation est difficile pour eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des espions de dernière génération, on a affaire généralement à des personnes relativement jeunes. Et donc notre expérience nous permet de savoir quand est-ce que la personne est sincère ou pas en face de nous. À Fleury-Mérogis, la nuit, l'observation et la surveillance continuent. Des cartons ont été posés au sol. Du système D au cœur d'un quartier ultra sensible. C'est pour éviter ce qu'on appelle ici des souris. En fait, ils prennent des CD, qui les attachent à des morceaux de fil et ils les font glisser sur la porte en fait. Ils communiquent de porte en porte. Les surveillants font 4 passages dans la nuit. Il est debout, il se brosse les dents, il regarde la télé. Alors qu'en détention ordinaire, il s'assure juste que les occupants sont présents et vivants. Ici, tous leurs faits et gestes sont notés. Il est debout, il marche, il lit un livre de prière. Oh, Dieu là-bas. La ronde est discrète. À cette heure, les détenus se croient parfois à l'abri de l'observation. Il est assis, il écrit. Et tu mets présence de yo-yo. Les yo-yo, ce sont des bouts de drap accrochés les uns aux autres, avec lesquels les personnes incarcérées s'échangent des mots ou des petits objets par les fenêtres. Le lendemain matin, Monsieur, sondage de barreau. le détenu concerné est extrait de sa cellule. Il a été condamné à 4 ans de prison alors qu'il était mineur pour avoir relayé la propagande de l'État islamique et participé à un projet d'attentat contre des policiers. Contrôle quotidien des barreaux et fouille complète des 9 mètres carrés. Le yo-yo est retrouvé. Impossible de savoir ce que le prisonnier a fait avec.
Mais ça lui vaudra un compte-rendu d'incident et 10 € d'amende pour la dégradation du drap. Ça n'ira pas plus loin. C'est bon, ok. L'après-midi, l'officier souhaite s'entretenir avec lui. Bonjour, ça va? Vous avez bien dormi? Les premières évaluations soulignent une certaine ambiguïté dans ses déclarations. L'entretien commence pourtant en douceur. Je vous vois déjà dans un premier temps pour votre levée de notes pour le brevet. Donc félicitations encore à vous, puisque vous êtes admis avec la mention assez bien. Vous ne vous attendiez pas à avoir autant? Non, je ne m'attendais pas à ça. Bon, ben, tant mieux, c'est une bonne chose. Et puis c'est quelque chose de positif qu'il faut pouvoir garder pour vous. L'officier souhaite surtout savoir comment il a évolué depuis son incarcération il y a 2 ans. Il est libérable dans à peine 1 an. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, je vais prendre l'exemple du prof, Samuel Piatti. Comment vous avez réagi? Ça m'a choqué parce que c'est un civil pour moi. C'est pas énorme d'attaquer un professeur. Surtout qu'après on a su que son but c'était pas de se moquer de la religion, mais c'était juste d'expliquer ce que c'est que la liberté d'expression, même si moi je suis pas d'accord avec certains volets de la liberté d'expression. Mais non, je n'ai pas été d'accord avec le fait de le tuer, de le décapiter, tout ça m'a choqué particulièrement. Moi. Ok. Et ce commis envers des policiers, notamment les commissariats et autres? Ça, au début de mon incarcération, j'étais toujours d'accord avec ça, puisqu'ils représentaient la force de l'État, qui s'était armé, et que je trouvais que c'était quelque chose de légitime. Mais mes idées, ils ont évolué après ça, parce que j'étais incarcéré pendant 25 mois, ça fait 25 mois que je suis privé de liberté. Et genre, tous les jours, je réfléchis, je me remets en question, j'échange avec les gens, et maintenant je suis pas d'accord avec le fait de répondre à une injustice par la violence. Daesh a amené les bombardements et les bombardements ont détruit toutes les villes, tous les bâtiments et ça a apporté que du malheur. Donc moi je suis plus pour une réponse pacifique. Mais est-ce que c'est efficace? Ça, je ne sais pas, je ne pense pas. Le jeune homme semble manifester un début de repentance sur la violence. Face à notre caméra, il confesse des années d'endoctrinement. Moi, je pense que mes intentions, elles ont toujours été justes. Je pense qu'il n'y a personne qui rentre dans une idéologie comme ça, qui prône le meurtre, les tueries, les attentats, etc. Il n'y a personne qui rentre dans ça par méchanceté, en fait, à part les fous. Et moi, c'est l'injustice qui m'a mené à rentrer dans cet univers. Par exemple, les Ouïghours, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Tchétchénie, et les dénonciations que l'État islamique font sur les injustices dans le monde, je suis toujours d'accord avec ça. Moi, depuis vraiment très petit, je suis sur Internet, je suis les propagandes. Bien avant l'État islamique, je regardais les talibans. À 11 ans, sur Facebook, il y a des photos de moi avec une arme en plastique, en levant le doigt, etc. Et je pense que même au-delà des idées, la fascination que j'ai pour ces gens-là, elle va être compliquée à effacer, je pense. Pour l'aider à décider de l'orientation des détenus, l'administration pénitentiaire bénéficie du travail des services de renseignement qui continuent de surveiller les contacts et les conversations des radicalisés et de leurs proches. Au bout de 15 semaines, les 9 détenus sont fixés sur leur sort. Aucun à l'isolement, 4 en détention ordinaire, ceux qui présentent un moindre risque. 5 radicalisés, peut-être récupérables, iront en quartier de prise en charge de la radicalisation, le QPR. C'est l'unité destinée à éradiquer toute tentative de passage à l'acte. Parmi eux, le condamné à perpétuité, le trentenaire, père de famille. Il a pas un peu grandi des fois, vous ? Ainsi que le soutien de l'État islamique fasciné par le djihad depuis son enfance. Un officier et une directrice des services d'insertion et de probation lui annoncent la nouvelle. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur.
Si le QPR a été préconisé, c'est pour vous permettre de sortir d'une prise en charge que vous connaissez bien et quasi par cœur, qui ne vous apporte plus rien, et à nous non plus d'ailleurs. L'environnement au QPR, c'est quoi? C'est d'être avec des gens qui sont diagnostiqués comme radicalisés, et au final, c'est me mettre en danger. Et ça, je trouve ça pas normal, en fait. Et moi, je vois ça comme une punition et comme quelque chose de très dangereux, parce que je suis influençable de par mon âge et de par l'intérêt que j'ai pour ces sujets. Si je vais au QPR, je vais complètement boycotter le truc. Je participerai pas à aucun entretien. Mais vous savez que vous serez effectivement en contact avec ces personnes-là, mais de manière encadrée. Vous ne serez pas seul. Dans ces structures, vous aurez des personnes qui sauront vous inculquer un savoir, une connaissance qui vous permettra après d'être armé et de pouvoir différencier le bon du mauvais. L'orientation dans ces structures-là, c'est justement vous donner des armes et de vous préparer pour après. C'est le but. Ne prenez pas ça comme une sanction en soi. Au contraire, une préparation en reste. Pour moi, c'est une sanction. Pour vous, voyez ça comme une sanction? Je vois ça comme une sanction. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, ça c'est mon point de vue. C'est sûr. Les détenus peuvent contester la décision. Mais c'est l'administration pénitentiaire qui a le dernier mot. Dans son cas, le placement a été confirmé. À quoi sert vraiment cette unité destinée à éteindre toute violence chez des détenus très radicalisés? Pour la première fois, une caméra pénètre au cœur du réacteur de la lutte contre la récidive islamiste. Le quartier de prise en charge de la radicalisation de Lille-Annelin, l'un des 7 de France, a été le premier à ouvrir en 2016. Sandrine Rocher en est la directrice. Merci. Pour se rendre dans cette unité très spéciale, Bonjour. elle va franchir 12 portes sécurisées. Merci. Au sein même de la prison. Le bâtiment est masqué par cette porte renforcée, dont seule la directrice et les officiers détiennent la clé. Bonjour. Au bout de ce sas, une prison dans la prison. « 18 détenus sont enfermés à l'écart, ici aussi, de la détention normale. Certains pour des projets d'attentats, d'autres ont combattu en Syrie ou se sont radicalisés en prison. C'est pas les mêmes conditions qu'ailleurs. Voilà. Le programme de lutte contre la radicalisation dure 6 mois, renouvelable. Pour les convaincre de renoncer à l'action violente une fois sortis, Ce matin, on leur propose des entretiens avec des psychologues. Certains ont accro souvent avant que les choses. Si dehors je travaille, je serais adapté aux situations. Des éducateurs, des spécialistes de la religion et des activités collectives, football, jardinage et même pâtisserie. Encore faut-il qu'ils acceptent de participer. Hormis le bruit des serrures et des portes qui grincent, il règne un silence de cathédrale. Sandrine Rocher, la directrice, rejoint l'officier en charge du secteur. Bon, je vais aller le voir. On va le voir ensemble. Elle doit rencontrer un détenu qui vient d'arriver. C'est par là ? Ouais. Mais il refuse de sortir de sa cellule. La directrice l'a déjà rencontré dans une autre prison. Elle va en jouer pour établir le contact. Vous avez changé, peut-être que moi aussi j'ai changé. Vous avez fait pousser vos cheveux. Depuis 2018, il y a eu un petit peu de changement. Et puis là, l'idée, c'est que vous êtes au QPR. Là, j'aimerais bien quand même qu'on se voit un petit peu, qu'on fasse un point. Est-ce que vous pouvez... 5 minutes. 5 minutes, c'est bon? D'accord? Super. Ok, parfait. Merci beaucoup. L'homme accepte finalement l'entretien. Décrit comme manipulateur et prosélyte, il a suivi de longues études supérieures. Il a été condamné à 9 ans de prison pour apologie du terrorisme et avoir voulu se rendre en Syrie. Depuis son arrivée, il refuse toute activité et vit dans le plus grand dénuement. Il s'oppose à la présence de notre caméra, mais nous pouvons enregistrer les propos de la directrice. On vous proposera des entretiens. C'est votre droit de dire non ou de dire oui.
Peut-être que vous vous dites ça m'apporte rien. Moi, je pense que ça peut peut-être un petit peu vous apporter des choses. L'homme ne veut rien savoir, mais la directrice insiste. On vous convoque. Après, vous pouvez faire part de votre refus, comme quoi vous ne pouvez pas venir. Mais en tout cas, il y aura toujours cette procédure, elle sera toujours mise en place. Il ne sera pas sanctionné s'il refuse les entretiens. Le programme n'est pas obligatoire. Mais sa réussite repose sur l'adhésion des détenus. Il a du mal à comprendre le pourquoi de cette affectation. C'est à nous de travailler, de lui expliquer et d'établir en fait une relation de confiance. Avec toute personne, en fait, on essaye vraiment d'individualiser le parcours pour que se crée de l'échange. C'est fini le temps des Guantanamo, comme je dis à chaque fois. Voilà, on est dans le dialogue, dans la prise en charge avec les personnes détenues. Les moyens nous permettent, c'est une petite structure avec beaucoup de moyens en personnel, de rendre ce quartier humain. L'homme fait partie des récalcitrants. Un quart des 18 radicalisés, les plus durs, refusent toute participation au programme. Pendant le temps de notre tournage, la majorité des autres détenus refusera toute activité collective. Le pays qu'on charge d'honneur, s'il te plaît. 4 prisonniers ont accepté d'être filmés. Parmi eux, Reda. Condamné à 12 ans de prison, il aurait aidé et financé le départ de djihadistes en Syrie. À l'étage, il s'occupe du chariot et des plateaux repas. Il a le statut d'auxiliaire qui lui permet d'être rémunéré par l'administration pénitentiaire. 250 € par mois. Les détenus ont tous ici choisi le menu végétarien. C'est bon, impeccable. Bon appétit. C'est important pour vous cette activité? Ouais, c'est important, bien sûr. Ça permet de faire quelque chose et tout, et puis d'avoir le contact un peu avec tout le monde. Donc ça a une importance capitale, je pense, pour moi en tout cas. Vous faites ça depuis combien de temps? Ouais, ça fait presque 1 an et demi maintenant. Voilà. Donc je laisse la place aux nouveaux. Qu'est-ce qui est différent ici par rapport à la détention classique? Les palpations, parce que bon, les palpations, c'est pas de partout. Après, c'est pas ça, c'est surtout par rapport à l'image, en fait. C'est les gens, quand ils entendent radicalisation, donc ils se font des films. Et au final, quand les surveillants nous voient ici, ben, ça se passe normalement. Enfin, pour moi, ça se passe normalement, ça se passe bien. Après le repas, les surveillants viennent rechercher Reda. Il s'est inscrit à l'une des activités sportives proposées dans le cadre du programme. On va faire du foot, finalement. Ouais, mais le terrain, il y a un praticable, c'est qu'à l'intérieur. Mais il y a un petit malentendu qui va vite se transformer en rapport de force. Une séance de football était prévue avec les encadrants, remplacée par du tennis de table en raison du mauvais temps, ce qui ne convient pas du tout aux détenus. Reda se charge de négocier avec les psychologues et les éducateurs qui participent à l'activité. Bien bonjour. Parce qu'en fait, je vois sur les sorties, donc on a dit que je dis pas, on va aller au terrain, on va faire du ballon, tu vois. Mais c'est dangereux. Il paraît que c'est convenu. Non, c'est pas convenu, non. Il faut voir avec le lieu. Sinon, ils vont remonter les autres. Je pense pas qu'ils vont rester, tu vois. Vous serez là, c'est déjà ça. Ouais, ça remonte, tu sais comment c'est après. Voilà. Reda sous-entend que s'il n'y a pas foot, le groupe pourrait repartir en cellule, peut-être même créer des incidents. Les surveillants, eux, ne veulent pas céder. Même quand il pleut, on joue au ballon. Laisse tomber. Hein? On laisse tomber. Terrain, il est passé, on laisse tomber. Il est pas prêt. Ah bah écoute, déjà, je sais pas s'il va remonter. Hein. Non, laisse tomber. On va avoir des blessures ou quoi, c'est pas la peine, tu vois. On va aller voir vite fait s'il est blessé ou pas. Finalement, ce sera bien football. Reda a obtenu gain de cause. Oui. Merci. 3 autres détenus rejoignent le terrain mais s'opposent à notre présence. Le match se déroulera sans nous.
À l'issue de la séance, l'éducateur et les 2 psychologues ne regrettent pas d'avoir accédé aux demandes insistantes des détenus. Ça peut être étonnant de voir deux psychologues et un éducateur sur un terrain de football dans ce quartier. Et quel est le sens? C'est des moments beaucoup plus intéressants pour les rencontrer puisqu'on peut les voir autrement. On va dire que c'est plus facilement désamorçable que se retrouver sur ses gardes, être méfiant sur les questions qu'on peut poser ou sur les choses qu'on peut observer. Là, on les retrouve beaucoup plus naturellement. On les voit aussi comment ils peuvent se comporter entre eux. Avec nous, les interactions qu'on peut voir, c'est des moments qui sont assez intéressants aussi à pouvoir regarder. Et c'est toujours de bonnes informations. Comme là, ça a été encore un bon moment, malgré comment ça a pu démarrer. Même si on sait les faits pour lesquels ils sont là, j'en ai conscience. Mais pour autant, à un moment donné, ils vont sortir. Ils sont pas différents de nous malgré tout. Alors ça va faire hérisser le poil de certains, mais ils sont pas différents de nous. Et à un moment donné, c'est de leur donner la possibilité de montrer autre chose et montrer la personne qu'ils ont envie d'être. Jouer au foot et de se dire, vous voyez, à un moment donné, tout le monde ne vous voit pas comme des monstres et on vous voit comme des personnes, des êtres humains. On peut jouer, on peut rire avec vous, ça nous dérange pas. Et c'est aussi à un moment donné leur envoyer un message qu'il y a s'ils veulent changer, en tout cas, on est prêt à accueillir et accompagner le changement. Et on pense pas que c'est que du mal. Les choses sont mauvaises, mais rarement une personne est mauvaise. Certaines activités sont plus surprenantes. Comme cet atelier cuisine, où un détenu condamné pour terrorisme vient de réaliser un cake au citron Ça a été mieux. et un fondant chocolat courgette. Tu voulais l'emballer ou tu voulais juste le laisser comme ça? Je voulais laisser comme ça pour qu'on mette le deuxième et pour qu'il puisse l'emmener parce qu'on va le napper de noix de coco. Là encore, pour Gladys et Marion, les 2 psychologues, c'est l'occasion d'analyser les comportements des détenus sans les questionner frontalement sur leur radicalisation. On ne va pas les contraindre à en parler. Ils en parlent, on accueille. On est là aussi pour accueillir ce qu'ils ont à en dire. Ça nous arrive forcément de percevoir des personnes qui ont un système de pensée qui va être rigide ou en tout cas qui va tendre vers le mortifère. C'est possible. Ou des personnes qui sont aux prises avec des troubles dépressifs. Autre personnage clé du programme, le médiateur du fait religieux. Il va chercher à déconstruire leur vision caricaturale de l'islam. On s'aperçoit qu'on a beaucoup d'imprégnation idéologique, mais dans la réalité, chez ces individus, en termes de connaissances religieuses, c'est relativement faible. Et c'est pour ça que, généralement, en début d'entretien, quand je leur demande s'ils savent écrire ou lire l'arabe, j'en perds à peu près 50%, voire plus. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu du tout d'acquisition de connaissances religieuses, et donc, les versions simplistes, djihadistes, violentes, vont venir finalement faire niche chez des personnes qui n'ont pas de connaissances. Ils ont l'idée que la laïcité est une invention d'État perverti, alors que dans la réalité, quand vous étudiez un petit peu l'histoire du prophète, il va mettre en place le pacte de Médine, où finalement il explique que, quelle que soit votre croyance, que vous soyez de confession juive, que vous soyez de n'importe quelle confession, on va défendre ensemble ce territoire. Et donc on a l'idée d'un vivre ensemble. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes représentations que ce qu'essaye de nous vendre le produit djihadiste idéologique violent. Dans le quartier de prise en charge de la radicalisation, pour offrir une autre vision du monde aux détenus, une bibliothèque bien garnie, des romans, des BD et des livres religieux. Les prisonniers peuvent aussi avoir leurs propres ouvrages, soumis à la censure de l'administration qui interdit tout texte de propagande djihadiste. Reda, détenu depuis 5 ans, est l'un des plus gros lecteurs du quartier. Il nous reçoit dans sa cellule. Regardez, moi j'aime très bien Amin Malouf, Samarcande, plein de livres, Léon l'Africain, etc. C'est un très bon écrivain pour moi. Ensuite, je lis aussi les livres, un exemple, Pierre Conessa, c'est un livre assez récent, parce que j'ai des livres de géopolitique. Malheureusement, c'est ce qui m'est reproché, de m'occuper trop de géopolitique, parce que les services de renseignement m'ont reproché plus ou moins. Moi, je lis un peu, voilà, qu'est-ce que je peux vous sortir, un exemple, je sais pas, des livres que j'ai, regardez, Paroles de Confucius, c'est des paroles de sagesse. Je vais vous montrer même un truc encore mieux, ça c'est lié aussi à l'islam. Je vais vous montrer, parce qu'on dit souvent qu'on est dur avec nos femmes. Nouveau départ avec mon épouse, filmez-le bien. Ça, c'est pour vous prouver, j'ai pas besoin de ça.
Je sais très bien me comporter avec mon épouse. Mais c'est juste des paroles de sagesse, Vous savez, des fois, on a besoin d'être rappelé à l'ordre, que ce soit les hommes ou les femmes, d'ailleurs. Après, il y a des livres qui sont interdits en détention, selon les avis. Voilà un exemple, moi, j'ai un livre qui s'appelle le Fiqh al-Asir. C'est sur les questions du prisonnier en détention. Donc, ça, on me l'a pas donné. L'objet le plus important dans ma vie à la base, moi, je vous le dis, il n'y a pas de il est là. C'est le Coran, et c'est la parole de Dieu avant tout. D'accord? Ensuite, après ça, bien entendu, c'est ma famille et les choses qui me le sont le plus chères. Moi, je ne me considère ni terroriste, je n'ai commis aucun acte proprement violent. Je me retrouve là, je peux vous le dire normalement, par rapport à mon idéologie. Apparemment, je suis quelqu'un qui peut manipuler les gens. Donc, on a dit que j'étais une dangerosité. Je représentais un danger dans la société. Et qu'il fallait que je change à ce niveau-là. Mais, en nous enfermant ici, on rencontre toute la sphère, soi-disant, salafo-djihadiste, comme ils appellent ça. Et le problème, c'est que ça se répercute sur nous ensuite. Parce qu'on nous dit, ah mais vous avez connu un tel à Fleury, un tel là-bas, un tel dans... Mais c'est pas de ma faute, c'est vous qui m'avez enfermé là-bas. Donc c'est contradictoire. Reda conteste toute volonté d'action violente, mais il refuse de condamner clairement les attentats islamistes. Combien de fois, ici, depuis que je suis en détention, on me dit, qu'est-ce que tu penses des attentats? Que je vous dise que je suis d'accord ou pas d'accord. Concrètement, ça change quoi à ma peine et ça change quoi à votre vie? Rien. Ce n'est pas la bonne question qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, c'est comment peut-on faire pour éviter ces drames? Parce que c'est un drame. Forcément, moi, quand je vois des morts, quand je vois du sang, un individu, c'est un individu. Un mort, c'est un mort. Ça fait de la peine. Mais on ne peut pas rester sur cette base de est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est comme moi, je suis contre Charlie, un exemple. Mais je ne suis pas contre Charlie. C'était la même chose. Je suis contre Charlie par rapport à son humour. Il a le droit d'avoir cet humour-là. Mais moi, j'ai le droit d'être contre aussi. Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Je dis simplement qu'on a le droit d'entendre les deux discours. On dit toujours aux musulmans, est-ce que vous condamnez? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, et peut-être dans 200 ans, on dira encore aux musulmans, est-ce que vous condamnez? Est-ce que moi, je vous demande si vous condamnez les croisades? Ce serait pas logique, monsieur. Voilà. Voilà. Non, c'est rien. C'est le voisin qui m'appelle. Il sait pas que... Dans ce cas-là, c'est comme ça que vous communiquez? Non, on a le droit de communiquer par la fenêtre, on discute, voilà, on parle un peu de l'actualité, on parle des films qui passent à la télé, etc., histoire de un peu d'échanger du quotidien, quoi, c'est tout. Voilà, tout simplement. Se parler par les fenêtres est toléré, et comme tous les détenus, pour maintenir le lien avec l'extérieur, ils ont accès au parloir. Condamné pour des faits de violence et consommation de stupéfiants, soupçonné de s'être radicalisé, celui-ci va voir sa mère. À la main, un sac de linge sale qu'il va lui donner. En échange, elle lui a apporté des vêtements propres. Les détenus radicalisés disposent de leur propre parloir. Oui, et dans le niveau de données, ça marche. Bon parloir, à tout à l'heure. 3 parloirs par semaine, comme pour les détenus ordinaires. L'homme a eu droit à 1 heure avec sa mère. Allez, la semaine prochaine, je te dis pas Ouais, ça marche. Bon retour, j'arrive dans quelques minutes, je vais sortir. Après chaque parloir, une fouille à corps intégral est exigée. Ici, elle est remplacée par ce portique à ondes électromillimétriques, comme dans certains aéroports. Au préalable, le détenu va ouvrir la bouche pour vérifier qu'il n'y a rien dissimulé. La machine permet de déceler tout ce qui pourrait être caché, dans les vêtements ou dans le corps. Je laisse patienter. Donc c'est bon, chef. Merci. Alors ce programme est-il efficace? Comme dans les 6 autres quartiers du même type en France, l'adhésion des détenus est très fragile. Il suffit qu'un leader s'y oppose pour que la majorité suive. Au terme de leur parcours, ces 2 détenus convertis en prison semblent imperméables aux dispositifs mis en place. On n'a rien à faire ici. Pendant 6 mois, j'ai suivi tous les entretiens.
psychologue, éducateur, le fait religieux. J'ai fait tout pendant 6 mois. Je me soupçonnais de cacher mes intentions, mes réelles intentions. C'est-à-dire les prochains 6 mois, là, je fais rien. Comme monsieur, j'arrête ses activités, je fais rien. Moi, je me suis radicalisé depuis que je suis ici. J'ai fait des années en centrale, j'étais super bien, j'ai jamais eu de problème. Ça faisait des années que j'avais pas pris de rapport. Depuis que je fais les QPR, l'équerre, ouais, ça y est, c'est reparti, mi-tard. Je pense pas avoir ma place ici. Pour moi, c'est de la connerie. On devrait faire ça, je sais pas, moi, pour les pédophiles. Et c'est eux qui récidivent dehors, moi, il n'y a pas de danger. Bah, moi, j'ai eu le malheur de faire la bise à quelqu'un le jour des attentats de Charlie Hebdo. On m'a dit que je célébrais les attentats de Charlie Hebdo. Alors que je faisais la bise, dans le sud, ils se font la bise pour se dire bonjour. Après, on me reproche les personnes avec qui je traînais en détention. Des personnes qui sont sur mon fichier. Pour justifier leur opposition, ils prétendent que l'administration veut leur laver le cerveau et les faire renoncer à leurs croyances. Ce qu'ils souhaiteraient, voilà, c'est qu'on fasse marche arrière. Mais moi, me faire croire que je descends du singe, c'est pas possible. On m'a menti depuis que je suis tout petit, moi. J'allais à l'école, je voyais la fresque Néandertal, Cro-Magnon. Ils me mentaient déjà tout petit. Après, j'ai commencé à lire les livres. Et voilà, j'ai découvert la vérité. Et voilà. Tous les 6 mois, une analyse de l'attitude de ces détenus est effectuée par l'administration pénitentiaire qui défend l'efficacité du programme. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les 37 personnes qui ont quitté le QPR, nous n'avons jamais eu de retour négatif de soit un passage à l'acte violent en détention, soit d'une orientation vers de l'isolement. En tout cas, il n'y a pas eu de signes que nous n'avions pas détectés ou des facteurs de risque que nous n'avons pas détectés qui ont été détectés dans les autres établissements où ils ont continué leur parcours de détention. Une fois remis en liberté, ces hommes resteront sous étroite surveillance policière. Laurent Nunez est le coordonnateur national du renseignement. Nous ne sommes pas naïfs. Il s'agit pour nous de savoir, quelle que soit la gravité de l'action qu'ils ont commise, s'ils sont toujours dans un processus qui peut les conduire à la récidive. C'est ça aussi le travail des services de renseignement. Mais suivre un individu qui sort de détention, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire avoir un service de renseignement en détention qui puisse observer un certain nombre de choses. Ça veut dire préparer la sortie de détention. Mais évidemment que tous les individus qui sortent de détention, surtout quand ils ont été condamnés pour des faits de terrorisme, et y compris ceux dont la radicalisation est apparue en détention, tous ces individus font l'objet d'un suivi par les services de renseignement. Parmi ces hommes étroitement surveillés, Ahmed, 30 ans, condamné à 13 ans de prison pour avoir rejoint des zones de combat djihadistes. Comme 113 autres détenus en France, il est passé par un quartier de prise en charge de la radicalisation. Sorti de prison il y a 2 ans, il est soumis à une mesure de sûreté. Il continue de rencontrer des psychologues, des éducateurs, un médiateur du fait religieux. Il doit aussi se rendre aux convocations du service d'insertion et de probation de Paris. On y va. Ce service l'a aidé à trouver un logement et un travail dans une association d'aide aux personnes âgées. Ahmed a aussi repris des études à l'université. Allez-y. Merci. Sa conseillère passe à chaque fois sa vie au crible. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va? Ok. Tant mieux. Vous avez l'air fatigué. Bah, je viens de faire du sport et je travaille ce matin aussi. Ok. Ah, vous faites quoi comme sport? Bah, je fais du footing, un petit footing en venant. Ok. Un échange en apparence banal qui vise à relever tout changement suspect dans son quotidien. Par rapport à votre employeur, le travail, ça va toujours? Ça se passe très bien. Donc, cette colocation, vous êtes combien? On est 4. 4 hommes? C'est mixte. Ok. Bon, sinon, vous, à part les révisions? Franchement, il n'y a que ça, là. Il n'y a que ça? Honnêtement, la vérité, Donc, j'ai même pas à vous taquiner Non, franchement. Non? Là, je suis... Excusez-moi, mais je suis vraiment dans... mais... Je suis vraiment dans une bulle de... Ça change des autres fois. Ou à chaque fois, j'avais une surprise à chaque entretien. Oh, ouais.
Votre copine, Ouais, alors, c'est toujours la même? ouais, c'est bien ça. D'accord. Oh non, mais vous voyez, un moment, truc. Bon, elle va bien? Une vie rangée, mais une idéologie encore bien ancrée. Bah, elle révise aussi, de toute façon, elle est... Moi, le djihad, plutôt, c'était une espèce de révolte, en fait. Moi j'ai jamais été pour le faire de faire des attentats, tout ça. Parce que si je voulais, je serais resté ici. Et j'ai toujours voulu partir. Moi, je peux pas mentir, dire non, je crois plus au djihad, c'est pas vrai. Parce que moi, déjà, je suis de nature rebelle et révolutionnaire. Et je suis pour une révolution même ici. Donc voilà, je peux pas dire que c'est faux, je vais pas dire ça. J'ai jamais été radicalisé. Peut-être des idées violentes, oui, mais j'ai jamais été radicalisé. C'est-à-dire que je parle pas aux femmes, je viens même pas ici. C'est pour moi, c'est radicalisé. C'est pas... Après, j'étais pour la lutte violente, oui. Mais j'ai jamais été, je pense, radicalisé dans le sens du terme religieux. Sur certains points, il reste buté, mais en même temps, c'est pas, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas illégal d'avoir certaines idées, c'est juste ne pas les mettre en application. Que pense Ahmed des attentats qui ont endeuillé la France? Après l'entretien, il a accepté de répondre à cette question. Pour moi, en fait, le Bataclan, même tout ce qui s'est passé, les attentats, l'émotion, pour moi, j'ai pas d'émotion sélective. C'est-à-dire que moi, ce qui se passe dans les pays musulmans où il y a des meurtres, je suis aussi triste que ce qui se passe aussi ici, quand il y a des meurtres d'innocents. Moi, je suis contre le meurtre d'innocents. Et voilà, j'ai jamais voulu tuer des gens. Et vous voulez condamner ces actes? Bah, j'ai rien fait, je peux pas les condamner. Je peux pas condamner des choses que j'ai rien fait. Mais moi, honnêtement, la vérité, moi, je comprends tout le monde. C'est-à-dire, moi, je comprends ces actes. Je comprends, moi. Je vais pas mentir, ouais, je comprends pas, je condamne. Ça serait un mensonge pour moi de dire ça. Et moi, pour moi, il n'y a que Allah qui peut juger. Aujourd'hui encore, Ahmed tient des propos plus qu'ambigus. Comment s'assurer que lui et tous les autres sortants ne récidiveront pas? À Paris, Claire Mérigonde s'occupe de la réinsertion de 40 anciens détenus radicalisés. Pour eux, on a une obligation de moyens renforcés. Une obligation de moyens renforcés ne peut pas être une obligation de résultat. Nous ne pouvons pas éviter le passage à l'acte. Il n'empêche que on fait tout pour l'éviter. Voilà. Et on est très mal quand ça arrive. Voilà. S'il y a un service de l'État en général qui bat sa coulpe et qui est plombé par une situation de récidive, c'est bien un SPIP. C'est un truc terrible. Parce que le professionnel le vit comme un échec. Voilà, comme s'il avait dans ses mains la possibilité d'empêcher ça. Non, il a dans ses mains la possibilité d'accompagner quelqu'un sur un chemin. Enfin, ce chemin, il décide lui-même ce qu'il en fera, quoi. Voilà. La récidive, on essaye de la réduire. On ne l'empêchera jamais complètement. À ce jour, à l'exception de l'assassin du père Hamel en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, aucun sortant n'a récidivé pour des faits graves. Comme Ahmed, plus de 200 personnes condamnées pour des faits de terrorisme puis libérées sont suivies par les services de renseignement.